Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TV 78. Tout de suite, les titres de ce jeudi 7 septembre. Donner des conseils clés en main pour organiser ses futurs événements d'entreprise. Objectif du salon Sky Mice Day qui se tenait aujourd'hui. C'était à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Retour sur cette première édition. Moins de stars et une plus grande place donnée à la scène locale. Tel est le nouvel esprit du Café de la Plage à Maurepas. La municipalité vient de redéfinir sa politique culturelle concernant la salle, entièrement reconstruite en 2012. Et puis du sport, à la fin de ce journal, 5 clubs de 50 ans en Yvelines sont engagés dimanche dans le 3e tour de la Coupe de France de football, dont Trappes et Magny-les-Hameaux. Nous recevons leur président sur ce plateau. Ils affrontent tous deux plus gros que ce week-end. Mais avant de développer ces titres, ils sont 13 pompiers des Yvelines à avoir pris la direction des Antilles, partis pour aller secourir les victimes de l'ouragan Irma, de classe 5 et d'une violence jamais enregistrée. Parmi les effectifs, un chien et son maître, afin de prêter main forte dans la recherche sous les décombres. Durée de mission indéterminée, tant que l'état des lieux de la situation n'est pas fait sur place. Et des renforts supplémentaires pourraient être envoyés dans les prochains jours. Un nouveau maire pour la commune de Chevreuse, Annéry Le Palais, qui a été intronisé hier lors d'un conseil municipal extraordinaire. Et l'élu de 46 ans succède à Claude Génaud. L'ancien édile est décédé des suites d'une longue maladie le 22 août. Ses obsèques se tenaient la semaine dernière. Un honneur, mais aussi une douleur de reprendre le mandat pour Annéry Le Palais. Je vous propose de l'écouter. J'ai été associée à l'ensemble des dossiers qui étaient gérés par Claude Génaud. Donc on va dire que techniquement, la transition sera assez simple. Maintenant, avec l'impérieuse nécessité de faire au moins aussi bien que ce qu'il aurait souhaité, ce qu'il avait imaginé. Et là, nécessairement, c'est un poids. Mais c'est un poids qu'on va tenter de porter tous ensemble. Je suis sûre qu'on y arrivera. Premier dossier important pour Annéry Le Palais, la réalisation de la maison des associations en construction actuellement, qui était un projet initialement lancé par Claude Génaud. L'actualité de 50 ans en Yvelines, marquée aujourd'hui par l'organisation du premier salon du tourisme d'affaires à la ferme de Bel-et-Bas à Montigny-le-Bretonneux. Le Sky Mice Day a réuni professionnels du marché et entreprises à la recherche d'événements particuliers. Reportage de Nicolas Kirillovitz. Que ce soit une scène de crime, des animaux ou encore une sarbacane géante, voilà des situations et des loisirs difficiles à imaginer entre collègues. Et pourtant, c'est bien l'objectif de ce premier salon du tourisme d'affaires, proposer aux entreprises des solutions innovantes lorsqu'elles cherchent à renforcer la cohésion de leurs équipes. On est vraiment sur un objectif de travailler ensemble, de la cohésion, fédérer les équipes. On est vraiment sur cette thématique-là. Voilà, travailler ensemble dans un but commun, que ce soit sortir d'une pièce en 90 minutes ou alors résoudre l'énigme, le meurtre qui a été commis. On essaye de trouver des idées un petit peu plus sympathiques qu'un simple dîner autour d'un événement particulier. Donc d'où l'idée d'animation particulière. Voilà, les scènes de crime là derrière, je pense que ça peut être très sympa. Près d'une cinquantaine de prestataires étaient présents à la ferme du Manet. Pour répondre à une demande en pleine croissance, le tourisme d'affaires, c'est un marché de plus de 4 milliards d'euros en Île-de-France. Avec ses 16 000 sociétés et ses nombreuses installations sportives et culturelles, l'agglomération de 50 ans en Yvelines souhaite profiter de cette dynamique. En parlant, en échangeant sur différents rendez-vous, on s'est rendu compte que d'une part, il y avait une véritable offre, que les partenaires ne se connaissaient pas forcément, donc c'était bien de les réunir. Et ensuite, que les entreprises de 50 ans en Yvelines étaient sans doute demandeuses d'événements, mais qu'elles n'en avaient pas connaissance. Et le marché semble promis à un bel avenir pour les entreprises spécialisées du territoire. La Ryder Cup en 2018 et très certainement les Jeux Olympiques en 2024 seront à coup sûr des porteurs d'affaires à leur mesure. Les commerçants de la Haute-Vallée de Chevreuse bientôt payés à la racine. La racine, c'est le nom de cette monnaie locale qui va être mise en circulation sur le territoire du parc naturel régional et peut-être même au-delà. Reportage de Mathilde Demilly. C'est encore en euros que l'on paye ici, mais dans quelques mois, la racine pourrait prendre le relais. Une nouvelle monnaie locale va voir le jour en vallée de Chevreuse. L'objectif est double. Elle est d'une part de permettre l'échange, mais en faisant en sorte que cet échange profite à l'économie locale, mais c'est aussi de créer du lien. C'est aussi de ressusciter le dialogue, l'échange, le partage entre les différentes personnes du local.
Les commerçants de Dourdan, ville porte du parc naturel régional, se renseignent pour adopter la racine qui séduit par ses valeurs éthiques. Le fondement même, le côté éthique, je dois dire, ça m'a un petit peu sensibilisé. Le fait de changer ce fameux mode. J'ai été aussi déçu qu'on passe un petit peu à l'euro, j'aimais bien notre franc. Et la racine, le nom racine, non. Puis tout ce que ça peut dégager derrière, les habitudes de clientèle, le marché, le fait de redévelopper le marché local. Un travail de sensibilisation qui devra être mis en place dans toute la ville pour installer le dispositif de la racine. Il serait peut-être bien d'organiser une réunion publique afin de prendre l'avis de tous et puis surtout d'informer, parce que c'est peut-être effectivement intéressant. Ce qui va aider les commerces de centre-ville à pouvoir rester dynamiques et contribuer à l'achat de proximité est de toute façon une bonne idée. Après, il faut voir quelles sont les modalités d'une monnaie locale et comment peut être son fonctionnement. Cette monnaie locale, moi je ne suis pas contre. L'objectif, c'est que tout le monde participe et tout le monde joue le jeu, aussi bien le consommateur que les magasins, les commerces. Une monnaie fictive qui ne convainc pas encore tous les commerçants, mais qui devrait voir le jour à Dourdan en mars 2018. Un collectif nouveau et qui fait déjà parler de lui dans le département. Le Front Social 78 a été lancé en juillet dernier à Plaisir par une trentaine de militants. Ils viennent de plusieurs horizons, Solidaires, CGT, FO-NPA ou encore France Insoumise, pour s'opposer à la politique du président nouvellement élu Emmanuel Macron. Nous recevons sur ce plateau 2 de ses membres au Front Social 78. À ma droite, Freddy Brunel, bonsoir. Bonjour. Et à ma gauche, du coup, Bernard Guiret, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, messieurs, pour ceux qui découvrent le Front Social 78, quelles sont ses missions concrètement ? On n'a pas d'émission. Le but du Front Social, c'est de créer une unité d'action face à des lois qui sont en cours, donc par ordonnance, et qu'on dénonce pour 2 points. Sur le fond, qu'on connaît tous, mais sur la forme, c'est-à-dire passer des ordonnances en force pendant l'été pour casser le code du travail, pour casser le droit des salariés, c'était tout à fait inadmissible pour des syndicalistes que nous sommes, mais également en tant que salariés. Et donc, au mois de juin, on s'est réunis, une intersyndicale qui s'est soldée donc, par la création d'un Front Social Yvelines, dont fait partie Solidaire, l'Union syndicale solidaire, donc, notamment les Suds. de syndicats. Voilà, donc des militants de la CGT, des militants de FO, des militants de la CNT, CGT Éduc. En association, nous avons également Attaque 78 Nord et des partis politiques, entre autres France Insoumise, NPA. Bien sûr. Et donc, notre objectif, c'est de contrer les ordonnances impulsées par ce gouvernement et justement revendiquer le code du travail, le droit disponible et qui est généralisé à l'ensemble des salariés grâce au code du travail. C'est le minimum requis qui existe. Et là, pour le coup, ces attaques pendant cet été, c'était pas possible. Donc nous avons d'ores et déjà organisé une manifestation face au MEDEF. On va y venir. On va peut-être en parler d'ailleurs avec Bernard Guiret. D'ailleurs, vous parlez d'annonces impulsées, de mesures impulsées, c'est même des mesures qui ont été annoncées par le chef du gouvernement, Édouard Philippe. Juste une question, oui, il le disait, votre Freddy Brunel, c'était une évidence de créer ce Front Social 78 face à la politique du coup d'Emmanuel Macron, aux annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron et son Premier ministre Édouard Philippe? Pour nous, c'est une évidence parce que ce n'est pas uniquement une problématique propre à chaque syndicat, c'est un problème qui concerne l'ensemble des salariés. Et donc, il nous paraissait important sur les Yvelines, justement, de se mobiliser par rapport au fait que ces projets qui sont contenus dans la loi Macron ont en fait été élaborés par le MEDEF. Et nous avons profité de l'opportunité de l'université TT du MEDEF. La semaine dernière, oui. La semaine dernière. Qui s'est déroulée à Jouan-Josas, sur le campus d'HEC. Voilà, et donc c'était une mobilisation qui a été relativement forte, qui était un succès. Nous avons profité de cette mobilisation justement pour mettre en évidence tout le lien entre le programme que défend aujourd'hui le Premier ministre et le programme aussi finalement du MEDEF. Quand on regarde les deux, on s'aperçoit que c'est exactement le programme du MEDEF qui est appliqué.
Alors vous étiez une trentaine de militants au début à lancer ce collectif Front Social 78. Est-ce que ça a évolué depuis? Est-ce que vous êtes... le nombre de militants a augmenté? Il augmente naturellement. En fait, on a travaillé tout l'été dans une idée d'un travail pédagogique. Excusez-moi du terme, c'est souvent relayé par le pouvoir pour essayer de caser des orientations qui ne sont pas favorables aux salariés. Mais nous avons diffusé un tract qui expliquait en grandes lignes les dangers de ces ordonnances, tout en sachant qu'il faut savoir une chose, c'est que les ordonnances qui sont appliquées et qui sont en cours d'application, c'est une continuité de différentes lois qui ont cassé le droit des salariés depuis plus d'une dizaine d'années. Et le gouvernement précédent est responsable également de cette casse, notamment par différentes lois, je vous les nomme, la loi Rebsamen, entre autres, la loi El Khomri, que tout le monde connaît, mais aussi celle que je pense qu'il faudrait répéter régulièrement, c'est la loi Macron, qui remet en cause les repos, notamment le soir et de manière hebdomadaire. Oui, donc ça remonte à voilà, beaucoup plus loin. Pas que les bus, la loi Macron, c'est également une casse d'une part entière de garantie pour les salariés en termes de repos du soir et de repos hebdomadaire. Et donc le fait que vous veniez de différents syndicats, différents partis politiques, est-ce que aussi c'est une force pour ce collectif? Oui, c'est une force parce que ça apporte la richesse finalement de chaque horizon. C'est-à-dire que on a à la fois des syndicats finalement, des personnes qui travaillent dans des grosses sociétés qui sont des sociétés d'ingénierie, comme par exemple chez Renault, mais on peut aussi... Situé à Guyancourt pour le centre sur les Yvelines, notamment. Qui est comme très concerné par tous les contrats précaires maintenant qui vont s'offrir à de nombreux cadres. Et on a aussi des gens qui viennent des transports, de d'autres syndicats, et on a finalement un champ d'horizon relativement large qui fait une unité de vue sur le sujet. Dernière chose, messieurs, on a parlé de cette mobilisation la semaine dernière à l'occasion des universités d'été du MEDEF. Quelles sont les prochaines actions que vous allez mener? Alors, la prochaine action, nous, c'est de réussir notamment l'action nationale, donc le 12 septembre, à Bastille, 14h, qui est un appel unitaire, rejoint par EFO, d'autant plus important qu'il y ait cette unité d'action de syndicats. J'aimerais dire un mot quand même sur cette ordonnance, ces ordonnances. C'est, quand on parle de l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est la possibilité pour les entreprises de déroger aux droits des salariés dans chaque entreprise, en termes, alors c'est simple, de pause, de congés, de temps de travail, de conditions de travail, également de salaire. Et ça, il faut absolument le refuser. On ne peut pas accepter qu'on ait des droits revus à la baisse, un espèce de dumping social, entreprise par entreprise, et qui reposerait sur un principe qui ne serait plus le dialogue social, mais bel et bien le chantage au sein de l'entreprise. Eh bien, merci messieurs, Freddy Brunel et Bernard Guiret d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes membre du Front Social 78, un collectif qui a été créé donc juste avant l'été. Plus d'écho pour la scène locale, axe fort de la nouvelle politique culturelle du Café de la Plage à Maurepas. La salle yvelinoise reconstruite en 2012 n'accueillera désormais plus de têtes d'affiche, mais fera la promotion des artistes locaux. Raison avancée par la municipalité, une baisse de la fréquentation du Café de la Plage. Le point avec Mélanie Poquet. Un café de la plage redéfini et consacré aux groupes locaux. Pour cette saison, la ville de Maurepas a changé sa politique culturelle. Une des raisons, un manque d'attrait du public. Probablement une saison pas très attirante, peu de place au café de la plage. Donc beaucoup de groupes ne sont pas intéressés par ces petites zones. Et puis nous, ça nous coûte très très cher. Les coûts sont très importants, les entrées ont beaucoup diminué. Finalement, assez peu de Maurepasiens au café de la plage. Donc il fallait qu'on réoriente notre politique. Ce qui était compliqué, si vous voulez, c'est qu'on avait un budget programmation environ 20 000 € en 2016, 35 000 € en 2017, donc une augmentation de 15 000 € pour le Café de la Plage grâce au fonds de concours de Saint-Quentin en Yvelines. Malgré cette augmentation de dotation sur la programmation, on n'a pas vu d'effet se faire sentir sur le public.
Le café accueillera aussi des expositions. Les têtes d'affiche, elles, seront reçues à l'espace Albert Camus, d'une plus grande capacité d'accueil. Une décision découverte pendant l'été par l'opposition. Certains élus y voient une structure vidée de sa substance. D'autres, comme Michel Chapa, un désintérêt pour la jeunesse. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu un travail de commission pour réfléchir à ces questions-là, comme d'habitude, sous couvert de mutualisation, sous couvert de réorientation. De fait, l'activité du Café de la Plage est terminée. Une fermeture démentie par la majorité municipale. La saison culturelle de Maurepas reprend le 23 septembre. Fini le faire-part en papier, place maintenant aux jeux vidéo. C'est le concept de deux Yvelinois installés dans la pépinière d'entreprise Promopole à Montigny-le-Bretonneux. Ils développent actuellement le projet Je dis oui. La sortie est prévue pour cet automne. Découverte en images de Camille Lambert. Julie et Thomas vous invitent à leur mariage, mais c'est à vous de gagner les informations. Lieu de la cérémonie ou horaire du cocktail, des surprises à débloquer dans un jeu vidéo. En tant que personne qui invite, en tant que hôte, j'envoie à mes invités se faire part via email, via Facebook, via SMS. C'est un jeu en ligne qui est personnalisé à mon image. 85% des jeunes jouent aux jeux vidéo, mais 66% des plus de 35 ans. La plus forte progression, c'est les seniors. Donc tout le monde peut utiliser le jeu vidéo. Attrape-moi si tu peux est le premier jeu d'une longue série, une aventure rendue possible grâce à une opération de crowdfunding. Elle leur a permis de récolter plus de 6 000 €. Anniversaire, crémaillère, naissance ou départ à la retraite, Je dis oui proposera différentes versions en fonction des événements. On trouvera une multitude de jeux, on pourra choisir son jeu et en fonction de l'invitation et en fonction de à qui on veut l'envoyer, soit pour entreprise ou pour particulier. Au niveau du design, en fait, aujourd'hui, on est parti en effet sur un look un peu vintage, mais on a un champ qui est ouvert sur les autres looks à l'avenir. Prix de ce carton d'invitation 2.0, 59 €. Le premier jeu termine sa phase de test. Il faudra encore patienter jusqu'à cet automne. Morning, good morning, rise and shine. 2 ans qu'on ne pouvait plus le visiter, le château de Rambouillet ouvrira à nouveau ses portes au public pour les journées du patrimoine le 16 et 17 septembre. Il avait fermé en 2015 pour des travaux de rénovation extérieure. Redécouverte, et c'est une nouvelle fois avec Camille Lambert. C'est ici que les plus grands noms de l'histoire de France venaient se reposer au cœur de la forêt de Rambouillet. De François Ier à Louis XVI et Marie-Antoinette, ou encore le général de Gaulle, cette résidence a traversé les siècles depuis le Moyen-Âge. Des années qui commençaient à peser sur l'édifice. On avait des fuites et puis certaines parties d'enduit s'enlevaient. L'isolation des salles était très mauvaise parce que les menuiseries dataient du XVIIIe siècle pour la plupart. Donc on a entamé cette campagne de restauration en 2015 en restaurant entièrement le clos et le couvert, c'est-à-dire de la charpente en comprenant la toiture, les menuiseries et les façades. Donc, tout a été entièrement restauré pendant 2 ans, qui ont donc nécessité la fermeture du château pendant cette période. Coût du chantier, plus de 5 millions €. Des travaux qui touchent à leur fin. Quelques installations à l'intérieur préparent la réouverture du 15 septembre. Le public pourra redécouvrir la grande variété des pièces du château, comme ces boiseries rocailles du XVIIIe siècle, considérées comme les mieux conservées en France aujourd'hui, ou les chiffres de la comtesse de Toulouse. Un coup, on est chez Napoléon, un coup, on est chez le comte de Toulouse, un coup, on est dans l'appartement des chefs d'État étrangers. Tu as des appartements d'époques différentes qui se succèdent, justement. Donc ça invite vraiment le visiteur à faire un voyage à travers le temps. Un voyage avec une exposition du 15 septembre au 22 janvier sur la famille Bourbon-Toulouse-Penthièvre, propriétaire du château au XVIIIe siècle. Pour les journées du patrimoine, de nombreuses animations seront proposées aux visiteurs. Elle fait rêver tous les amoureux de football. La Coupe de France revient ce week-end. Alors, avant de voir des exploits de petits poussets éliminant des clubs professionnels, il y a le 3e tour au programme ce week-end. Et donc, plusieurs clubs du département seront en lice, dont 5 de Saint-Quentin en Yvelines. Voisin-le-Bretonneux se déplace à Villetaneuse. Plaisir accueille Colombienne. Montigny-le-Bretonneux accueille le Méfoot. Enfin, Trappes et Magny-les-Hameaux reçoivent respectivement le Racing Club de France
et le Blanc-Mesnil. Nous recevons d'ailleurs sur ce plateau ces deux derniers clubs yvelinois. Donc il y aura à ma gauche Abderrezac Guessoum, bonsoir. Vous êtes le président de l'Étoile sportive de Trappes, et deux invités à ma droite, François Bert, bonsoir. Bonsoir. Président de Mani 78 FC, également Farid Ghani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coach donc de l'équipe première qui sera sur les terrains ce dimanche face au Blanc-Mesnil. Alors petit tour de table, messieurs. On va commencer avec vous, Farid. 4 divisions d'écart entre Trappes, Abderrezac, pardon, entre Trappes et le RCF. Comment vous allez aborder cette rencontre? Il y a 4 divisions d'écart entre les deux clubs. On va l'aborder comme on a l'habitude de le faire. Donc c'est pas une première. On a déjà rencontré en Coupe de France le Racing Club et qu'on a sorti au tir au but. Il me semble que c'est l'année dernière. Donc pour nous, c'est pas une nouveauté. La Coupe de France reste pour moi et pour les joueurs un moment festif. Une compétition supplémentaire, et puis on prend tour après tour les rencontres. Si on passe, c'est encore un moment joyeux et festif pour le club. Alors 4 divisions entre Trappes et le RCF, 8 divisions entre Mani 78 et Blanc-Mesnil. Du côté de Mani, comment vous l'abordez cette rencontre? Peut-être le coach, un mot de Farid. 8 divisions d'écart, il faut être réaliste. Le Blanc-Mesnil, c'est un club qui joue en National 3. Nous, on est en 4e division. Je repars avec un groupe tout neuf en plus. Ce dimanche, on essaiera surtout de se faire plaisir, de résister le plus longtemps possible. Essayer de les faire douter et de leur montrer ce qu'on est capable de faire, même en 4e division de district. Ouais, François, finalement, c'est déjà le bonheur d'être arrivé à ce 3e tour. Le premier tour, c'était avant l'été, un 2e tour à jouer au mois d'août, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, c'est ce 3e tour. Avant l'été. C'est avant l'été, les 2 tours avant l'été. Et du coup, on arrive à ce 3e tour. Je pense qu'on est déjà heureux de figurer parmi les équipes. On est heureux de jouer le 3e tour, surtout contre une National 3. Donc, on va se faire plaisir quand même. National 3 qui est l'ex-CFA2. CFA2, ouais. Voilà, c'est ça, qui est donc le 5e niveau national. Voilà, c'est ça, qu'on ne dise pas de bêtises pour nos téléspectateurs. On rappelle peut-être comment vous en êtes arrivé là, quelles équipes vous avez eu à affronter aux 2 premiers tours. Alors nous, c'est notre premier... Vous rentrez dans ce tour. On a rencontré une équipe fin juin, mais qui était en une division en dessous, une division de district. Donc le match, ça s'est bien passé. Donc là, c'est notre 2e match de Coupe de France. Vous évoluez parce que nous, on évolue en Ligue, en Régional 4. Vous entrez après les autres équipes. Et du coup, vous avez eu à jouer 2 matchs avant, c'est ça? On a joué contre 2 équipes du 91 qui étaient au-dessus de nous. Donc une fois à domicile, une fois à l'extérieur. On a gagné les 2 matchs, donc c'est pour ça qu'on se retrouve au 3e tour et on verra ce qui est... On aurait espéré faire l'épopée qu'on a connue il y a 3 ans, d'aller jusqu'au 4e tour et chercher les maillots, mais ça ne sera pas le cas cette année, donc on verra. Et en plus, alors si on parle du côté de la préparation, vous avez repris, j'imagine, après le Blanc-Mesnil qui a déjà repris même son championnat. Pour le district, ça sera la semaine prochaine. Donc on se dit aussi différence de niveau, peut-être différence de forme également. Oui, tout à fait, ouais. C'est également le cas pour Trappes. Alors nous, on a débuté le 16 août, la préparation, et on a déjà entamé notre premier match de championnat en R4. Donc on a gagné contre le Gobelin dimanche dernier. Donc nous, déjà, on a déjà entamé un peu la compétition. Donc les joueurs sont déjà un peu préparés. Les organismes sont déjà prêts. Ça fait déjà au moins 3 semaines qu'ils sont déjà bien préparés. Donc voilà, on va entamer ce match de Coupe de France avec... beaucoup d'enthousiasme et on va essayer de réussir, comme on a l'habitude de le faire. Alors 2 dernières choses, comment ça se prépare finalement? Est-ce qu'il y a une préparation plus particulière par rapport à d'autres matchs, à des matchs de championnat? Est-ce que il y a des choses différentes pour la Coupe de France? Non, on le prend comme un match. On le prend comme un match. Voilà, il n'y a pas quelque chose de particulier à préparer. Et vous, Farid, vos joueurs, vous les avez préparés? Non, pas particulièrement, parce que l'objectif, il reste le championnat et la montée en division au-dessus. Je leur ai juste inculqué le plaisir de jouer contre une équipe de ce niveau et je pense qu'ils vont se faire plaisir. D'ailleurs, on imagine que cette expérience, ça peut aussi servir pour le championnat, pour faire une belle saison derrière, même si on ne va pas plus loin au-delà de ce 3e tour. Complètement, parce que ça reste les matchs de Coupe de France, comme je le dis, c'est pour les joueurs, ça reste quand même un match supplémentaire, un match de préparation, un match pour en même temps de s'évaluer. Pour le plaisir aussi. Pour le plaisir et de s'évaluer par rapport à l'équipe qu'on a en face de nous. Donc c'est
ça peut être un match de préparation supplémentaire. Quand il n'y a pas de coupure entre le championnat et des trous le week-end, quoi. Ils sont occupés tous les week-ends, quoi, pratiquement. Petite question du côté de Manille. Est-ce qu'on a essayé de mobiliser les Manicois pour venir voir le match dimanche ? Oui. On espère qu'il y aura du monde. On a prévenu la mairie, on va faire des affiches aussi. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour ce 3e tour de Coupe de France. Donc, je rappelle le nom de mes invités. Donc, il y avait à ma gauche Abderrezak Guessoum, le président de l'Étoile sportive de Trappes. Et donc, à droite, François Berck, ça se prononce Berck, donc le président de Manille 78 FC, et Farid Ghani, le coach de l'équipe première. Je le rappelle, vous affrontez respectivement le Racing Club de France et le Blanc-Ménil dimanche pour le compte du 3e tour de la Coupe de France de football. Avant de se quitter, un rendez-vous traditionnel de la rentrée. Les forums des associations vous permettent de vous inscrire, par exemple, à des activités culturelles ou sportives. Les 12 communes de 50 ans en Yvelines organisent le leur ce samedi, notamment Coignères, dont le forum se tient de 9h30 à 17h30 au gymnase du Moulin à Vent. C'est au gymnase des Droits de l'Homme pour Guyancourt de 9h à 17h. À la Verrière, les habitants sont conviés au gymnase de la Fraternité de 10h à 17h. 2 lieux à plaisir pour le forum à plaisir de 10h à 17h, le Palais des Sports et le gymnase Hasler. Et 3 pour les Clés-sous-Bois, l'espace Philippe Noiret, l'espace sportif et le parvis de la mairie. Attention, contrairement aux autres communes, le forum des associations aux Clés-sous-Bois se déroule ce dimanche de 10h à 18h. C'est la fin de ce journal. On se retrouve lundi pour le 7-8, le journal. Vendredi, vous retrouvez Nicolas Kirilovitz avec le 7-8 hebdo. Très bonne soirée sur TV 78.